3, 2, 1. Come on! Are you gonna feel that? Are you gonna feel that? Oui, on aime beaucoup ce petit jingle. Mes intervenants me disaient à l'instant, mais c'est incroyable les moyens qui sont mis pour introduire les conférences. Allez, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle conférence intitulée « Pourquoi les consommateurs achètent-ils bio ?» Présentation de l'étude Consentement impayé des consommateurs pour le bio, mesures et motivation. C'est une étude qui va vous être présentée dans un instant par Sébastien Lecoq et Éric Giraud-Hérault. Vous êtes tous les deux chercheurs à l'INRAE au sein du laboratoire de Bordeaux Sciences économiques. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous. À vos côtés, Fabien Foulon également. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors vous êtes consultant marketing spécialiste data et optimisation de l'offre. Alors certaines personnes qui sont avec nous ce matin vous connaissent peut-être parce que vous êtes particulièrement actif sur LinkedIn. Et vous nous partagerez quelques résultats du baromètre annuel de l'agence Bio concernant le profil des néo-consommateurs bio donc, et leurs sources de motivation. C'est des données publiques que vous croiserez avec vos propres données issues de votre travail de consultant et d'analyse de données des enseignes à travers les tickets de caisse. Mais avant, on va débuter donc avec votre étude, Éric et Sébastien. Petite précision quand même du contexte dans lequel s'inscrit cette étude pour qu'on soit tous et toutes d'accord sur ce qui va vous être montré. Alors, votre étude, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un métaprogramme de l'INRAE qui s'appelle MétaBio. Ce MétaBio, c'est le métaprogramme phare de l'INRA sur les recherches en bio dans tous les domaines. Et vous deux, en tant qu'économistes, à l'intérieur de ce métaprogramme, vous intéressez tous les deux à la dimension consommation. Vous allez donc nous parler de vos travaux qui sont en cours. Voilà, c'est une étude en cours, donc on va pas mal parler de méthodologie. Qui dit travaux en cours, cette étude vient seulement de démarrer. Les résultats ne sont pas encore très consolidés. Pour la plupart, ils ne sont pas encore publiés. Donc voilà, on voulait quand même vous alerter sur ce point. Et on va essayer d'être le plus pédagogique et didactique possible parce que je vois le regard de certains qui se disent « Mon Dieu, une étude avec 2 économistes, qu'est-ce que ça va donner ?» Alors, rassurez-vous, ils sont hyper pédagogues, ça va bien se passer. L'un et l'autre vont prendre la parole à tour de rôle. Et après chacune de leurs présentations, on prévoit un petit temps de questions-réponses pour que vous puissiez interagir, commenter, poser des questions si tout n'a pas été très clair pour vous. Et on terminera avec Fabien. Voilà, j'ai planté le décor, comme ça tout est clair entre nous. Et je vais laisser la main à Éric donc pour la première partie de cette étude. Merci Nicolas. Alors, oui, je pense qu'on peut être simple, nous les économistes, parce qu'on a une obsession, c'est le prix. Contrairement à la présentation précédente, au débat qu'on a eu précédent, et à la différence qu'il y a entre le cosmétique, où on voit que le prix du bio n'était pas un facteur explicatif de la consommation du bio. Dans le cas de l'alimentation, ce n'est pas le cas. Et donc, nous, on a une obsession, c'est de dire, mais le prix du bio en alimentation est quelque chose de très important, à la différence du prix avec le conventionnel, et c'est ce qui peut, de toute façon, expliquer en partie les différences de consommation qu'il y a entre le bio et le conventionnel. Alors, avec mon collègue Sébastien Lecoq, on va tenter de rentrer dans cette mécanique du prix, de la formation des prix, et vous allez voir de la formation du consentement à payer des consommateurs, mais qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer au final pour avoir un produit bio par rapport à un produit conventionnel, et c'est un peu ça qui nous anime. L'idée de départ, alors on a parlé des métaprogrammes MétaBio, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INRAE a beaucoup investi aujourd'hui sur la recherche sur le bio, et un des exemples qu'on a proposé, c'est de commencer par travailler sur le vin. Le vin est un exemple assez particulier parce que quand on pense vin bio, on peut se dire, mais et d'ailleurs on pense souvent santé quand on pense bio, mais quand on consomme du vin, a priori, on n'est pas pour la santé, on n'a pas une démarche de consommation de santé. Et pourtant, le bio s'est très bien développé dans le secteur du vin. Et donc il y a un paradoxe
qui est assez intéressant à étudier pour comprendre les motivations du consommateur. Et les motivations du consommateur en matière de vin, ben, ça a été très simple. Vous voyez le diagramme, le carré gris au départ, c'était au départ et jusqu'à une cinquantaine d'années, je dirais, c'était le prix et la qualité qui étaient importants, la qualité organoleptique. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est ces deux paramètres qui sont toujours les facteurs directeurs du marché. Mais parallèlement à ça, vous avez toute la question de l'étiquetage des produits, du développement des marques, des appellations d'origine qui s'est fait au cours du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, et avec l'attachement des consommateurs pour les vins, pour les marques, les appellations d'origine, les marques construites sur les appellations d'origine, donc toute la signalétique. Et je pense que toujours pour rester dans le parallèle avec la cosmétique, ça reste toujours un facteur bloquant peut-être du marché du bio. Parce que le marché du bio est arrivé plus tard, dans le contexte d'une prolifération des allégations environnementales et sanitaires. Alors, il y a le bio qui effectivement est la certification est la plus reconnue en matière d'alimentation, mais vous voyez qu'il y a bien d'autres de certifications dans le domaine de l'alimentation et dans le domaine du vin en particulier, notamment l'HVE, haute valeur environnementale, toutes les allégations santé qu'on voit proliférer ici ou là, qui sont plus ou moins et qui peuvent aborder le greenwashing, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, mais qui peuvent être des problématiques de concurrence du bio par des allégations précises, comme par exemple le sans sulfite. C'est vraiment une allégation santé qui est crédible et qui est demandée sur le marché du vin, mais qui vient concurrencer le marché du bio. Et si j'ai l'occasion, on pourra en parler à la fin de mon exposé. Voilà. Et puis, il y a la concurrence du local, etc., etc. Donc, vous voyez que la concurrence, il faut l'étudier dans toute sa complexité, ce qui est assez compliqué à étudier. Alors, pour simplifier, je dirais qu'il faut parler de la valeur, la notion de valeur pour les consommateurs dans un contexte donné. Quelle est la valeur de ce vin quand je l'achète et dans quel contexte je l'achète. Et en fonction, moi, consommateur, eh bien, je dirais de mes caractéristiques sociodémographiques, de mon revenu, etc., etc. Donc ça, Sébastien vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais c'est aussi, je dirais, de la valeur d'un produit, c'est en fonction de l'information dont je dispose sur ce produit et du contexte de consommation. Et donc, il faut comparer la valeur à la valeur d'acheter, la valeur du produit, le prix, hein, tel qu'il est affiché, tel que je vais le payer, à la valeur que je suis prêt à payer véritablement. Et c'est pour ça que les économistes ont l'habitude de parler de consentement à payer des consommateurs. L'idée, c'est le consentement à payer d'un consommateur à un moment donné, c'est le prix au-delà duquel vous n'êtes plus prêt à acheter le produit. C'est simple, j'ai un crayon Bic dans la main, je vous le vends, vous me l'achetez 50 centimes, 60 centimes, 70 centimes, à 72, vous me dites non, je ne l'achète plus. Et c'est cette valeur-là qui m'intéresse, moi, en tant qu'économiste. Ça veut dire c'est la valeur que vous êtes prêt, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour acheter le produit. Et ce qui nous intéresse, c'est d'estimer cette valeur, ce consentement à payer sur l'hétérogénéité qu'on a de la population d'une clientèle donnée. Voilà. Et donc, c'est pas uniquement le prix qui est fixé et qui est équivalent pour tout le monde et on n'observe qu'une chose, c'est est-ce que le consommateur achète ou n'achète pas. L'économiste cherche à observer pour chaque consommateur quelle est la valeur à laquelle il est prêt à adhérer pour acheter le produit. Et c'est ce qu'on appelle le consentement à payer. Et donc, sur la notion de surplus, c'est le consentement à payer moins le prix d'achat, véritablement. S'il est positif, eh bien, vous achetez le produit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez, alors là, j'ai pris un exemple d'une consommatrice lambda qui est prête à acheter un produit, le vin de l'INRA, en l'occurrence, le vin de l'INRAE, qui est le Château Coins, à 26 €. Donc c'est à peu près, d'ailleurs, le prix de mise en vente, il est un peu plus cher, un peu moins cher, je dirais. Mais simplement, la notion de valeur, c'est simplement le consentement à payer. Si mon consentement à payer est 26 €, eh bien, si le prix de vente du producteur, du vigneron, est au-dessus de 26 €, eh bien, je ne vais pas acheter le produit. Et puis, si le prix est en dessous, parce que moi, j'étais prêt à acheter 26 €, on me l'offre par exemple à 20, eh bien, à ce moment-là, je vais l'acheter et je vais faire un différence, un surplus de 6 €. Voilà. Et c'est ce que je vais essayer de quantifier, c'est ce qu'on va essayer de quantifier dans nos études économiques. Alors, pour quantifier ces consentements à payer, on a plusieurs méthodes en économie.
je vais passer très vite, rassurez-vous. C'est des méthodes économétriques dont on va parler tout à l'heure, des méthodes, des approches d'enquête classiques. On fait des enquêtes auprès des consommateurs, on leur demande qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour ce produit-là plutôt que pour un autre produit. Simplement, le problème qu'on a avec ces méthodes-là, la deuxième enquête, eh bien, c'est que c'est déclaratif. Et si vous posez la question dans une population donnée, combien vous êtes prêt à payer pour le bio, est-ce que vous êtes prêt à acheter cher pour le bio, vous avez des chiffres absolument faramineux. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, le déclaratif, c'est de dire on est prêt à acheter pour l'environnement, pour la santé, etc. On a des enquêtes qui nous donnent des déclarations qui ne correspondent absolument pas aux parts de marché observées du bio. D'où l'idée de faire appel à des marchés expérimentaux où on va faire révéler, alors on a des petits jeux pour ça, pour essayer de faire révéler aux consommateurs son véritable consentement à payer. Et on a donc en fait des moyens pour les faire parler véritablement. Et c'est ce que je vais vous exposer rapidement avec quelques exemples ici. Alors, le premier, donc dans cet exemple-là, vous voyez un peu dans quel travail, comment on travaille en analyse sensorielle sur le marché du vin. On place des consommateurs lambda recrutés pour l'occasion, qui sont payés pour ça. Et on leur propose de déguster des vins et puis de révéler leur consentement à payer avec des techniques de révélation. Et puis on sélectionne nos consommateurs en fonction des questions qu'on pose. Vous voyez différents types de consommateurs et puis il y en a qu'on refuse parce que clairement ils n'ont rien à faire par rapport à la question qu'on pose. S'ils ne sont pas acheteurs de vin par exemple ou s'ils sont consommateurs qui ne nous intéressent pas, on ne les retient pas dans nos exposés. Et l'idée, c'est en fonction de l'information qu'on va leur donner sur les vins ou sur les produits en général, eh bien, on essaye de comprendre comment le consentement à payer des consommateurs va évoluer en fonction de l'information, qu'il soit bio, ça peut être le bio, mais ça peut être aussi des informations ponctuelles sur l'environnement, sur la santé, etc. Voilà. Et ça nous permet de comprendre un peu les vrais motifs d'achat des consommateurs. Exemple que je peux vous montrer ici. C'est un exemple que nous avons réalisé à Bordeaux sur des vins du Languedoc, avec donc 4 vins qui ont été expérimentés, dont 2 vins conventionnels standard et conventionnel premium sur la figure, qui encadrent un vin bio. Alors le conventionnel premium, c'est un vin conventionnel mais de qualité nettement supérieure. D'ailleurs, le prix que vous voyez là, le prix de vente est affiché et correspond effectivement à cette différence de qualitative. Et puis le bio qui a une caractéristique qualitative qui en l'occurrence n'a pas plu au consommateur, mais c'est pas lié au fait qu'il était bio, c'est simplement qu'on avait le vin en question ne plaisait pas franchement au consommateur, il était au niveau du conventionnel standard. Et puis après, une innovation qui nous permettait d'avoir des performances du bio sans être bio. Et ça, c'était intéressant. L'innovation, pour ceux qui connaissent la viticulture, c'est l'utilisation des variétés résistantes. Les variétés résistantes, c'est simplement des variétés qui ne développent pas des maladies cryptogamiques et qui nous permettent d'avoir un niveau de pesticides particulièrement réduit, comme vous le voyez sur la diapositive suivante. L'idée de cette expérience, et c'est pour un peu vous montrer, cette diapositive, elle est peut-être un peu compliquée, mais c'est pour vous montrer comment on procède en recherche en économie. On va, par exemple, au départ, on propose les 4 vins blancs aux consommateurs et on leur fait déguster ces 4 vins et on veut relever leur consentement à payer pour ces vins en sachant que ce sont des vins du Languedoc, en connaissant le millésime, en leur donnant un minimum d'informations. Et ces informations, on leur garantit qu'elles sont vraies, on ne trompe jamais les consommateurs, et en leur demandant simplement quel est le consentement à payer pour ces vins dégustés à l'aveugle. Donc ça veut dire uniquement sur la caractéristique organoleptique. Et puis après, on leur donne une information, mais on leur dit, il faut savoir que la performance environnementale, c'est ce qu'on appelle l'IFT, l'indice de fréquence de traitement, c'est-à-dire l'utilisation des pesticides, pour ces 4 vins a été, voilà les valeurs que vous voyez là. Vous voyez que le bio est équivalent à mon vin innovant de cépage résistant, un IFT de 2. Donc on leur dit, voilà, il y a 2 vins qui sont clairement d'une performance environnementale importante, qui ont, en tous les cas, qui ont utilisé moins de pesticides. Je ne dis pas qu'il y a une performance environnementale, parce que sinon je vais me faire attaquer par mon collègue Adrien. Mais simplement, il y a une utilisation moindre des pesticides pour le vin bio et le vin innovant. Voyez. Et alors,
à ce moment-là, je demande au consommateur, mais est-ce que vous, ayant cette information, vous êtes prêt à changer votre consentement à payer? Est-ce que votre consentement à payer a changé, a évolué dans un sens positif ou dans un sens négatif? Et puis la troisième étape, alors je monte crescendo dans les informations que je leur donne, et en troisième étape, je leur dis, regardez ce deuxième vin-là, il est bio. Et je leur dis, ça peut être une information importante pour vous, et réévaluer peut-être votre consentement à payer pour ce vin que maintenant, vous savez maintenant qu'il est bio alors que vous ne le saviez pas avant. D'accord? Pour les vins conventionnels, il n'y a pas de changement, on est toujours dans la viticulture conventionnelle. Et puis le vin innovant, alors là on leur dit attention, c'est un vin innovant, c'est-à-dire c'est pas des cépages que vous connaissiez habituellement en Languedoc-Roussillon. Et puis dernière étape, et ça c'est intéressant parce que c'est la concurrence, je dirais, de la performance du produit par rapport aux résidus de pesticides qu'il y a dans les produits alimentaires, hein, et qui est une allégation bien connue qui commence à évoluer et qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, peut-être un peu moins en France, en Europe, c'est l'absence de résidus de pesticides. Donc là, parce qu'il faut savoir que le bio, c'est une obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat a priori. On n'a pas une obligation de résultat. Si on donne le résultat en matière de résidus de pesticides, peut-être que ça peut changer aussi le consentement à payer des consommateurs qui préfèrent avoir un produit performant plutôt qu'un produit qui a bien travaillé. Et donc c'est ça qu'on essaye de mesurer dans ce type d'expérience. Alors je vous donne tout de suite les résultats pour aller vite, et puis s'il y a des questions, je pourrais y revenir. Ces courbes-là, c'est des courbes qui montrent l'évolution des consentements à payer des consommateurs en fonction de cette information. Vous voyez? Et donc c'est-à-dire qu'en première étape, vous voyez à l'aveugle quels ont été les consentements à payer des consommateurs, hein, qui correspondaient approximativement au prix de marché, hein, en l'occurrence pour cette expérience. Enfin, là, je ne donne pas les intervalles de confiance. Oui. Vous voyez pas? On ne voit pas la... Ah, ça va s'afficher. Voilà, on les voit. Vous avez rien vu de la diapositive? Si, avant c'était bon, mais là... Oh, d'accord. Alors, donc je peux continuer. Donc, on était à l'aveugle. Il y a les consentements à payer qui diffèrent d'un produit à l'autre, ce qui est tout à fait normal. Et puis, en fonction de l'information environnementale, vous voyez que là, il y a croisement des courbes. Tout de suite, l'information environnementale provoque une augmentation forte du consentement à payer des consommateurs. Ça peut être aussi pour des raisons de santé, hein. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'il n'y a pas eu de pesticides utilisés, il y a une implication santé qui peut se faire dans la tête des consommateurs, donc je ne fais pas l'arbitrage ici. Simplement, les deux vins conventionnels qui utilisaient des pesticides ont été sanctionnés à ce stade en termes de consentement à payer. Et quand on informe sur le fait que le vin était bio et le vin innovant utilisait une innovation qui permettait une innovation environnementale, ça a aussi permis encore une augmentation de consentement à payer qui donc évolue crescendo pour ces deux vins-là. Alors que les vins conventionnels, eux, stagnaient. Vous voyez ? Et après, on a une évolution. Alors, on a donné l'information en dernière étape, l'évolution sur les résidus de pesticides. Et il se trouvait que le bio, vous l'aviez vu dans la diapositive précédente, je ne sais pas s'il faut revenir, il y avait des résidus de cuivre, puisque le bio peut utiliser du cuivre en viticulture et ce cuivre peut se retrouver dans le vin. Ce qu'on a retrouvé dans les analyses que nous avons effectuées, où il y avait un déficit. Alors, il y avait une présence de cuivre dans le vin. C'était intéressant pour voir si, du point de vue ça arrive rarement en réalité, hein, que ça se retrouve dans le vin, que le cuivre se retrouve dans le vin. Mais c'était intéressant pour tester si justement il y avait une demande de sécurité sanitaire imaginaire, hein, pas forcément objective, imaginaire dans l'esprit des consommateurs et qui pouvait avoir une influence sur le consentement à payer. Vous voyez qu'il y a une petite descente du bio au final, alors que les deux vins conventionnels continuent à plonger dans leur consentement à payer. Vous voyez, donc un peu ce genre d'études qu'on fait pour essayer de comprendre les motivations crescendo du consommateur et quels sont les paramètres qui ont permis, et c'est quantifié, hein, on s'est chiffré,
combien de pourcentage on augmente le consentement à payer des consommateurs et combien on peut en baisser pour les conventionnels. Et vous le voyez, et après on peut boucler avec une étude de part de marché, puisque je vous ai donné les prix en début d'exposé, je vous ai donné les prix des vins, donc je peux comparer les prix de marché au consentement à payer de toute ma population de consommateurs. Ils étaient à peu près 250 dans cette expérience. Voyez, et donc je peux comparer mes parts de marché des vins. Vous voyez que le bio se situe aux alentours de 10%, ce qui correspond d'ailleurs à la réalité de ce qu'on observe aujourd'hui, hein, mais avec une augmentation assez régulière de sa part de marché en fonction de l'information qu'on a donnée, sauf quand il s'agit de l'information cuivre. Vous voyez, et donc c'est des techniques qui permettent de révéler les consentements à payer et évaluer les parts de marché des différentes certifications ou non en fonction de ce que l'on propose aux consommateurs et de ce que l'on mesure. Juste pour conclure, je vais conclure sur trois thématiques qui nous intéressent dans le cadre de Metabio. Personnellement, c'est le poids important de l'organoleptique qui, dans le secteur du vin, reste très important, qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire on ne peut pas faire un vin bio qui est mauvais. Et ça, on l'a mesuré dans toutes nos expériences. C'est-à-dire dans l'alimentaire, il ne faut pas considérer que le bio peut compenser un déficit qualitatif organoleptique. Et donc là, on l'avait mesuré. Alors, la qualité organoleptique, elle était mesurée uniquement sur la couleur d'un rosé dans ce premier exemple. Et ça, c'était, si bien qu'on avait titré l'article « Anything but color », parce que sur le marché du rosé. C'est-à-dire que le bio était positif, mais il pouvait pas, on ne pouvait pas s'affranchir, je dirais, d'une bonne couleur du rosé. C'est aussi bête que ça. Sur le deuxième thème, bio et santé, c'est un travail qu'on avait fait avec Sébastien et avec notre collègue Emmanuel Reynaud. CRTR, c'est la concurrence des sans-sulfites. C'est-à-dire, c'est pareil, le bio n'intègre pas complètement, je dirais, la demande de naturalité des consommateurs, et en l'occurrence, en termes de sans-sulfite ajouté dans les produits. Il y a toute une croyance autour des sans-sulfites. Je dis bien une croyance plus qu'une objectivité, parce que le nombre d'allergiques dans une population d'allergiques au sulfite, elle n'est pas si importante que ça. Mais le fait est que cette allégation, elle vient concurrencer. Voilà. Et quand on parle donc de greenwashing, ce n'est pas du greenwashing. C'est simplement qu'il faut intégrer petit à petit des exigences des consommateurs. Et la troisième allégation, c'est qu'on a voulu tester, c'est se focaliser sur la question environnementale. Et là, on avait travaillé avec Adrien Ruche et Pauline Toll, qui sont ici présents et qui pourront répondre à toutes les questions techniques sur les indicateurs de biodiversité. Hein. Donc, on a mesuré, mais dans quelle mesure ces vins, qu'ils soient bio ou pas bio, étaient effectivement performants en termes de biodiversité. Et là, on a travaillé sur un indicateur qu'on appelait BiodiveScore sur la biodiversité, donc, et essayer de proposer aux consommateurs une signalétique environnementale comme on l'a, par exemple, dans le logement. Hein, mais on ne l'a pas encore beaucoup dans l'alimentation, la signalétique environnementale, sauf quand il s'agit de bilan carbone, mais quand il s'agit de biodiversité, il n'existe pas grand-chose, ou quasiment rien en réalité. Hein, et simplement, donc on a voulu tester et on a vu qu'il y avait effectivement une demande environnementale pure, parce que quand on défend la biodiversité, c'est de l'environnement pur, une demande environnementale pure sur laquelle le bio peut-être pourrait communiquer un peu plus, parce que elle représente les fondements du bio et il y a des travaux qui mesurent effectivement des corrélations entre la certification, il y a beaucoup de travaux, des corrélations entre la certification bio et la performance en biodiversité. Et donc ça serait le cœur du réacteur qui pourrait être un peu plus mis en avant, tout autant que le réacteur santé, je dirais, du bio. Voilà, j'en ai fini, merci. Merci beaucoup Eric pour cette présentation donc, autour du marché du vin, vos résultats, la méthodo. Petite séance de questions-réponses avant de donner la parole à Sébastien. On va être plus dans l'analyse de données autour de ce marché du vin. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une question? Monsieur, on vous passe le micro. Merci, bonjour. Sur la gamme innovation, on ne retrouve pas de résidus de pesticides.
Est-ce que vous avez une idée du type de pesticides qui ont été employés? Est-ce qu'on était sur des molécules chimiques ou plutôt du naturel type extrait fermenté? Non, aucune idée parce que c'est... Allez-y. Non. Je pense pas que je préfère ne pas vous répondre parce que c'est une équipe pluridisciplinaire qui a fait ce travail-là. Et donc les pesticides qui ont été employés d'abord et puis testés dans le labo d'analyse, parce qu'effectivement, quand on propose une certification absence de résidus de pesticides, c'est sûr, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc on a une liste de ce qu'on cherche. Et si on ne les trouve pas, on dit qu'il y a absence de résidus de pesticides, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a pas, quoi, en fait, en réalité. Et donc là, en l'occurrence, je ne peux pas vous répondre sur le marché précis. Par contre, la méthodologie est importante, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser à Eric? Madame. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est pas pour préciser par rapport à tout ce qui est au niveau bio et environnement, qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps par l'ITAB sur les externalités de la baie. Donc l'ITAB, c'est l'Institut technique, non mais je dis pour tout le monde, de l'agriculture biologique. Et donc je pense que c'est important que ceux qui s'intéressent puissent aller retrouver l'étude. Merci pour votre réaction. Madame, est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire, une réaction? Monsieur, juste avant votre question, je profite pour passer un petit message à la régie. Je vois la slide suivante qui doit arriver. C'est pas la bonne, messieurs. Donc il faut remettre l'étude. Voilà. Petit message. On vous écoute. Oui, non, je fais vite. Justement, une petite précision sur le fameux zéro résidu de pesticides. En fait, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas utilisé. Ça veut juste dire qu'on les a utilisés. C'est exactement ce que j'ai précisé. Oui. Voilà, c'est important parce que souvent c'est mal présenté. Mais ça ne se sait pas. Voilà. Ça veut dire qu'on en a quand même mis dans les nappes phréatiques et dans la terre. Voilà. Merci pour votre précision que vous aviez relevée, Eric. Est-ce que quelqu'un encore a une question? Sinon, on va poursuivre avec Sébastien. Moi, j'ai juste peut-être une petite question, Eric. Dans le vin, il y a énormément de logos, si je puis dire, le logo AB, le logo Nature et Progrès. On a parlé du sans sulfite. Est-ce qu'on sait s'il y a un type de logo ou d'allégation bio qui a un impact plus important qu'un autre sur le consentement à payer? Non, justement, on ne sait rien. Il n'y a même pas d'étude de comparaison de l'HVE. L'HVE qui est promu par le ministère de l'Agriculture, hein, je dirais autant que le bio, même plus que le bio, puisque il n'y a pas de comparaison, à ma connaissance, sur le consentement à payer de l'HVE par rapport au consentement à payer du bio. Donc en fait, le champ des études est très large et on n'a pas vraiment de résultats dans les littératures. Tout le monde s'est intéressé au bio parce que c'est là où on a des données. Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, on va poursuivre avec Sébastien. Maintenant, la parole est à vous. Il y aura également une partie questions-réponses après l'analyse des données donc, de Sébastien. Merci. Donc, Eric vous a montré comment on pouvait mesurer un consentement à payer chez un consommateur, son CAP, pour un produit ou pour une caractéristique d'un produit dans le cadre de marchés expérimentaux et pour un nombre limité de consommateurs, quelques centaines, et pour des produits bien précis. Moi, je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur des données d'achat qui comptent bien souvent des millions d'achats, des centaines de milliers de produits et des dizaines de milliers de ménages. Et vous allez voir que c'est bien plus compliqué et moins marrant. Et non seulement parce que le volume des données à traiter est important, mais aussi parce qu'on n'y observe pas les CAP des ménages et parce qu'on ne sait pas quels étaient les produits qui étaient disponibles au moment de l'achat. On n'observe que le produit qui a été acheté. Donc on est obligé de recourir au petit jeu préféré des économistes qui consiste à faire des hypothèses. On réplique ici un travail qui a été fait par 2 collègues anglais il y a quelques années de ça, sur des données qui sont assez comparables aux nôtres. Les données Kantar, World Panel, donc des données produites par cette société. Ah, la slide va apparaître. Nous, on la voit, mais si vous ne la voyez pas... Juste au moment où je l'aborde. C'est bon, tout le monde la voit? Allez, c'est parti. Les données Kantar qui suit un échantillon d'une vingtaine de milliers de ménages. Chaque ménage, à chaque fois qu'il revient de faire ses courses, enregistre les quantités qu'il a achetées, les dépenses qu'il a faites et scanne
le code barre du produit avec une scanette qu'on voit sur l'image. C'est un panel qui couvre l'alimentation à domicile uniquement et la base de données est structurée de façon relativement simple. Vous avez une ligne de données qui correspond à un achat d'un produit bien précis par un ménage donné, dans un magasin donné, un jour donné. Et dans une base, on compte généralement pas loin de 20 millions de lignes. On a des infos sur les ménages, on a des infos sur les produits et sur les magasins. On dispose aussi de poids pour pouvoir rendre l'échantillon représentatif. Et un ménage reste en moyenne 3 ans dans le panel. Alors, s'agissant des produits, dans la base, on observe plus de 200 000 produits qui sont répartis en 37 groupes, eux-mêmes subdivisés en sous-groupes, 218 au total. Et chaque produit est décrit par un ensemble de variables qui vont être différentes d'un groupe de produits à l'autre, puisqu'on ne va pas décrire les légumes frais comme des rillettes. Et en général, dans la liste de variables qu'on retrouve, on a des infos sur la marque, sur le nombre d'unités dans le lot, la quantité pour une unité, des infos sur l'emballage, les arômes, les labels, s'il y en a, et quelques ingrédients. Donc vraiment beaucoup d'infos. Donc l'idée de base est très simple en fait. On va poser la première hypothèse qui va être de dire qu'on observe deux produits qui sont strictement identiques en tout, sauf que l'un est bio, l'autre est conventionnel. Ces deux produits, deuxième hypothèse, sont aussi facilement accessibles et disponibles. Le prix du produit conventionnel est noté P, le prix du produit bio P plus A. Donc dans ce cas-là, si un consommateur choisit le produit bio, ça veut dire qu'il était prêt à payer au moins petit a euros de plus pour avoir le produit bio plutôt que le produit conventionnel. Donc petit a est la borne inférieure de son CAP. A l'inverse, si le consommateur choisit le produit conventionnel, ça veut dire qu'il n'a pas été prêt à payer A euros pour avoir le produit conventionnel plutôt que le produit bio. Donc A euros, dans son cas, c'est la borne supérieure de son CAP. Peut-être qu'il aura accepté de mettre un petit peu moins de A, mais A, il n'a pas voulu. Donc ça s'applique si on a deux produits qui sont strictement identiques en tout, sauf bio conventionnel. Ça peut arriver, mais ce n'est pas systématique. Donc comment on peut faire quand on s'intéresse à l'ensemble du panier alimentaire? On peut avoir recours aux méthodes statistiques qui sont relativement simples, puisque c'est juste des régressions linéaires pour ceux qui connaissent. Donc on va s'intéresser à chaque sous-groupe de produits séparément. Dans les données, on va observer tout un tas d'achats pour ce sous-groupe. Pour chaque achat, on va avoir une dépense, une quantité. On peut calculer un prix. Et tous nos prix dans ce sous-groupe-là, on va les mettre en relation avec une liste, un sous-ensemble de variables décrivant le produit, dont une va indiquer si le produit correspondant à l'achat était bio ou pas. Et on va être capable de mesurer, d'obtenir une valeur qu'on va mettre en face de chaque variable qui va donner la contribution de la variable au prix. Ainsi, la valeur qui va être associée au coefficient bio, ça va être la prime moyenne ou l'écart de prix moyen entre le produit bio et le produit conventionnel dans un sous-groupe donné, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire avec toutes les autres caractéristiques identiques. Avec ces valeurs, on va pouvoir prédire deux prix. Un prix, le prix d'un produit bio s'il avait été conventionnel, et le prix d'un produit conventionnel s'il avait été bio, simplement en ajoutant ou en retirant la prime qui est associée au bio. Ensuite, avec ces prix, quand on les combine aux quantités qui sont réellement achetées par le ménage, on va pouvoir calculer trois dépenses. On va avoir la première dépense, D1, qui est la dépense observée, celle qui est réalisée par le ménage. Vous voyez que là, ici, c'est une dépense qui correspond à un panier constituant en partie de produits bio et le reste de conventionnel. On va, troisième hypothèse, dire que le panier est fixe, c'est-à-dire que sa composition et les quantités de chaque item dans le panier vont rester inchangées. Et on va calculer une dépense D2 qui va être obtenue simplement en appliquant aux produits bio du panier observé les prix prédits
qui auraient été les leurs si ils avaient été conventionnels. Donc ça va nous donner la dépense du panier si l'ensemble du panier avait été conventionnel. Et quand on va calculer la différence entre les deux dépenses, on va obtenir le supplément de dépenses que le ménage a consenti à faire pour avoir une partie de son panier bio. De la même façon, on va calculer une dépense D3 qui va être obtenue en appliquant aux produits conventionnels du panier observé les prix prédits qui auraient été les leurs s'ils avaient été bio. On obtient donc une dépense pour un panier 100% bio. Donc c'est la dépense que le ménage aurait dû faire s'il avait voulu un panier entièrement en bio. Et la différence entre les deux dépenses va donner l'excès de dépenses qu'il aurait dû faire pour avoir un panier 100% bio, la borne supérieure. Donc cette petite gymnastique, on va l'appliquer aux données 2020. On dispose pour l'instant de 2 années, 2019-2020. On a choisi 2020, même si c'est une année particulière, parce que c'était, d'après beaucoup de monde, une année favorable au bio. Pour estimer nos fonctions de prix, on est obligé de faire une sélection, puisqu'il nous faut avoir suffisamment d'achats dans chaque sous-groupe pour que notre fonction ait du sens. Donc on a sélectionné ces 92 sous-groupes sur nos 218. Selon 2 critères, il fallait qu'on observe au moins 10 000 achats dans chaque sous-groupe sur toute l'année et qu'il y ait au moins 1% d'achats bio. Alors, ce graphique représente la prime représente pour chaque groupe de produits et en distinguant 7 grands circuits de distribution généralistes, vendant à la fois du bio et du conventionnel, la prime moyenne, c'est-à-dire l'écart moyen entre le prix d'un produit bio et le prix d'un produit conventionnel. Donc plus c'est clair et plus cet écart est faible, voire négatif, plus c'est foncé, plus l'écart est important. Tout ça exprimé en pourcentage du prix du conventionnel. Par exemple, si on prend la purée qui est en bas à gauche, c'est quasiment le plus foncé. Le prix d'une purée bio dans le circuit de distribution R2 est à une prime de 110%, c'est-à-dire qu'il est 2 fois plus cher que le prix moyen d'une purée conventionnelle. Si on regarde pour les chocolats, dans le circuit R7, le prix du chocolat bio est 20% plus faible que le prix du chocolat conventionnel. Donc sans entrer dans les détails, on voit qu'en moyenne la prime se situe autour de 50%, qu'il y a beaucoup de disparités selon les groupes de produits, les chips qui sont très foncés et les produits de la mer qui sont plutôt clairs, et puis d'un circuit de distribution à l'autre, la purée qui a une prime de 110% dans R2 et une prime de 30% dans R6. Alors ça c'est au niveau des groupes. On peut descendre au niveau inférieur, celui des sous-groupes. Donc ici les boissons et les fruits et légumes. On voit que là encore il reste beaucoup de disparités entre groupes de produits et puis aussi pour certains groupes de produits entre distributeurs. Donc pour prendre le cas du vin dont parle toujours Eric, on voit que la prime est autour de 30%, quel que soit le circuit de distribution. Alors, j'aurais pu prendre la chicorée, mais alors que pour les légumes cuits, on passe de 50% dans un distributeur à 100% dans un autre. Donc, si on passe maintenant des écarts de prix aux écarts de dépenses, donc nos bornes de CAP, on peut représenter notre échantillon dans un plan avec en abscisse la borne supérieure, c'est-à-dire la dépense supplémentaire que devrait faire le ménage s'il voulait que son panier soit 100% bio, et en ordonnée la dépense qu'il a consenti à faire pour avoir une partie de son panier bio. Tout ça exprimé en pourcentage de la dépense observée. Donc je vais donner un exemple. Prenons le ménage M. Ce ménage-là a consenti à augmenter sa dépense de 1% pour avoir une partie de son panier bio et devrait l'augmenter de 40% pour l'avoir 100% bio. Alors là où il y a du blanc, il n'y a personne. À mesure qu'on passe du jaune au rouge, plus il y a de ménages. Donc on voit que le gros de l'échantillon se situe dans une zone qui se trouve en dessous, avec une borne inférieure qui est inférieure à 2% et une borne supérieure située entre 30 et 50%. On peut aussi noter une forte relation décroissante entre les deux bornes, ce qui est assez logique puisque
plus on a déjà une part importante de son panier bio, moins on a dépensé en plus pour l'avoir en totalité. Donc quand on regarde ces chiffres, on se dit que finalement, mince, le CAP, la borne inférieure du CAP pour le bio, c'est pas grand-chose. Quand on fait ce travail en économie expérimentale, on mesure souvent des primes, des CAP importants pour le bio, pour des produits bien spécifiques quand on est intéressé. Et là, on s'aperçoit que c'est pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cet écart? Alors, nos hypothèses, ils sont certainement pour quelque chose. Rappelez-vous qu'on a supposé qu'à chaque produit bio, à chaque produit conventionnel existait une version bio. Et que les deux versions étaient également disponibles et accessibles. Donc en clair, le consommateur a les deux en face de lui au moment où il fait son choix. C'est le cas en éco-exp, c'est pas le cas dans la réalité, en tout cas pas souvent. Donc on peut se dire que si c'était le cas, le consommateur pourrait très bien décider d'acheter davantage de bio et donc aurait une borne inférieure un peu plus grande. Si c'était le cas, on se dit qu'il faudrait que le ménage augmente en moyenne sa dépense de 40% pour avoir un panier 100% bio. Certains peuvent penser que c'est pas beaucoup, d'autres que c'est beaucoup. Là encore, il faut se rappeler de l'hypothèse qu'on a faite du panier fixe. Ça, c'est un résultat qui vaut pour panier fixe. Mais on peut très bien imaginer aussi que le ménage puisse modifier la composition de son panier. On sait que les gens qui consomment beaucoup de bio n'ont pas un panier qui a la même structure que ceux qui consomment des paniers non bio. Donc il y a encore une marge de manœuvre de ce point de vue-là. Si on cherche à caractériser, c'est mon dernier point, si on cherche à caractériser les consommateurs qui sont prêts à payer le plus pour le bio, on retombe un petit peu sur le cliché du ménage qui est plutôt de classe économique aisée, avec un bon niveau d'éducation, plutôt vivant dans les métropoles plus que dans les villes, encore plus que dans les campagnes. Sur la classe économique, je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'il s'agit de 4 classes économiques qui sont définies par Kantar en fonction du revenu et de la structure du ménage. Donc ça va de modeste à aisé. Et que s'il est vrai qu'en moyenne, les ménages aisés sont prêts à payer plus pour le bio que les ménages modestes, il reste quand même beaucoup de différences à l'intérieur de chaque classe. Et on y reviendra dans quelques instants. On a cherché aussi à aller un petit peu plus loin que ce portrait robot habituel du consommateur de bio en exploitant les réponses des ménages à une batterie de questions qui portaient sur leur motivation, leurs attitudes en général quand ils faisaient leurs courses. Et pour chaque question, il s'agissait plutôt d'affirmation. Les ménages avaient le choix entre 4 réponses possibles qui allaient de 1, pas du tout d'accord, à 4, tout à fait d'accord. Et toutes les questions, on a pu les rattacher à 4 grands domaines de préoccupation qui étaient la qualité des produits, la santé, l'environnement et le prix. Donc, à partir de ces questions, on a décidé de construire 2 indicateurs. Un premier en choisissant l'affirmation qui, de notre point de vue, semblait le plus correspondre au domaine en question. Donc, par exemple, dans le cadre de l'environnement, je préfère acheter des produits respectueux de l'environnement. Et puis, on a construit un autre indicateur qui est en fait un score où on a moyenné toutes les réponses des ménages aux questions concernant un domaine pour obtenir un score de sensibilité allant de 1 à 4. De sensibilité à chaque domaine. Et on a essayé de voir si on pouvait établir des liens entre ces scores et nos CAP, en plus des liens qu'on avait déjà établis avec les variables sociodémographiques comme le revenu et l'éducation. Et donc ces résultats sont dans ces graphiques. Donc dans ces graphiques, vous voyez apparaître les 4 domaines: qualité, santé, environnement, prix. Prix avec un moins de vent parce que dans son cas, à lui, plus l'indicateur est fort et moins on y est sensible, à l'inverse des 3 autres. Donc ce que dit le graphique de droite, c'est que pour 2 ménages identiques, donc même classe économique et sociale, même niveau d'éducation, même lieu de résidence, un ménage qui aura un score qualité ou même santé d'une unité supérieure à l'autre sera prêt à payer 30 € de plus par an pour du bio. On voit que c'est le prix, ou plus exactement
la non-contrainte, le fait que les gens se contraignent assez peu dans leur choix alimentaire qui joue le plus sur le CAP. Et alors ça, c'est un résultat qui est obtenu à classe économique et sociale donnée. Donc ce qu'il suggère, c'est qu'à l'intérieur de chaque classe, vous avez des gens qui vont consacrer une plus grande part que d'autres à leur alimentation et que c'est précisément ces gens-là qui vont consommer bio. Et dernier point, l'environnement. Donc on voit que c'est des 4 motivations, celle qui joue le moins, paradoxalement. Et si on regarde un peu plus dans le détail, dans le graphique de gauche, on voit que c'est surtout le fait des ménages qui ont répondu 3 à l'environnement, qui ont un CAP beaucoup plus faible, voire nul, alors que ceux qui ont répondu 3 dans les 3 autres domaines, eux, ont des CAP plus importants. Donc la motivation environnementale joue vraiment pour les gens qui sont très sensibles. Alors les motivations comme les préférences, ça évolue avec le temps. Ce qui était vrai en 2020 l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de répliquer ce genre de choses une fois que les méthodes sont stabilisées à d'autres années pour voir si ces mesures évoluent avec le temps. Et j'en ai fini ici. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Dans un instant, on va terminer cette conférence avec l'intervention de Fabien qui, en tant que consultant data marketing, va revenir sur le baromètre annuel des résultats de l'agence bio, mais aussi ses propres résultats qu'il a analysés au travers des tickets de caisse des enseignes. Mais avant, il y a peut-être des questions sur l'intervention de Sébastien, notamment la méthode de calcul. Si pour vous tout n'était pas très clair, n'hésitez pas. Ou par rapport aux résultats qui ont été partagés, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Alors moi j'en ai juste une. Je voulais savoir si dans cette optique du consentement à payer pour un même produit bio, est-ce qu'on sait si un consommateur est prêt à payer plus cher s'il va dans un réseau spécialisé, s'il est en GMS? Est-ce qu'en fonction du circuit de distribution, c'est pas le même rapport à ce consentement à payer pour un même produit bio? Alors on a une variable qui permet de contrôler pour le fait que l'achat se soit fait dans un circuit spécialisé. Et en fait l'écart de prix ou de CAP, les gens qui vont en circuit spécialisé sont prêts à payer plus. Mais les écarts de prix dépendent vraiment du groupe de produits. Donc vous avez des produits en circuit spécialisé qui vont être moins chers qu'en grande surface, généraliste, et inversement. Donc mais clairement, les gens qui se déplacent dans les circuits spécialisés mettent davantage dans ces produits bio. Merci. Une question? Eh ben non. Eh ben écoutez, on va terminer avec vous, Fabien. Ah si, attendez, madame, excusez-moi. Oui. C'est à vous. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez étudié l'influence des réseaux sociaux, des plateformes de notation, l'influence des influenceurs, en l'occurrence, sur les achats des consommateurs. Très bonne question. Très bonne question. Mais non, pas du tout. On n'a aucune info dans les données là-dessus. Donc, mais oui, c'est quelque chose qui serait intéressant de faire. Donc c'est un champ d'études que vous venez d'ouvrir ce matin, madame. L'INRAE et Bordeaux Sciences Économiques a tendu les oreilles. Ils vont se lancer là-dedans. On l'a fait quand même pour le vin. Hein. Ah oui, voilà. Ça s'appelle le gourou effect, c'est-à-dire un effet de gourou sur le consentement à payer des consommateurs, sur les valeurs des vins. Et ça, justement, il y a une littérature. Et donc il y a un effet évident de court terme, pas forcément de long terme. Voilà. Mais là, il y a effectivement beaucoup d'études sur ce sujet-là, dans le secteur du vin, parce qu'il est assez emblématique de cette question que vous posez, mais qui est effectivement très généralisable aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Merci Eric. Allez, on va terminer avec vous, Fabien. On va débuter avec les résultats du baromètre annuel de l'agence bio autour du profil des néo-consommateurs de bio qui va s'afficher juste derrière moi. Qui sont-ils et quelles sont leurs sources de motivation? La slide va s'afficher dans un instant, vous l'avez sous les yeux. Et je vous laisse nous commenter ces graphiques. Oui. Bonjour. Donc, au-delà de la question du prix, moi j'ai voulu regarder un peu les questions de motivation et de déclenchement surtout. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de passer à de la consommation bio alors qu'on ne consommait pas bio jusque-là? Donc, je suis reparti des résultats du baromètre de l'agence bio qui est fait chaque année.
Et en regardant ce qui différenciait les néo-consommateurs bio, donc c'est-à-dire ceux qui se sont mis à consommer bio pour la première fois sur l'année étudiée par rapport à l'ensemble de la population. Donc sur cette slide, vous voyez à gauche qu'il y a un certain nombre de différences sociodémographiques. Les néo-consommateurs sont un petit peu plus représentés chez les femmes, chez les 25-34 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une surreprésentation des bas revenus, revenus inférieurs à 1 000 euros. Donc on va avoir a priori quand même des gens parmi les néo-consommateurs qui sont plus sensibles au prix que les consommateurs actuels. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et puis, on va avoir des différences beaucoup plus importantes, des données beaucoup plus discriminantes sur la partie droite de la slide, puisqu'on va voir que c'est surtout les préoccupations qui font qu'on passe à un moment donné du conventionnel au bio. Alors, il y a un impact de la préoccupation sur les enjeux environnementaux. Vous voyez que c'est 31% contre 18%. Mais l'écart le plus marqué, il est sur la réponse à la question « Je suis très attentif aux effets de l'alimentation sur la santé ». Vous voyez que là, vous avez 41% des néo-consommateurs qui sont très attentifs à la question de l'alimentation sur la santé, contre 14% sur l'ensemble de la population. Donc on peut en déduire qu'a priori, le principal déclencheur de passage à la consommation bio va être la question de la santé. Et on le retrouve aussi sous une forme un petit peu plus spécifique sur la question de la modification récente des habitudes alimentaires. Je modifie mes habitudes alimentaires. Par exemple, je passe sur une alimentation plus végétale, voire végane. Je passe sur une alimentation sans gluten parce que je me suis rendu compte que j'avais soit la maladie cœliaque, soit un inconfort digestif par rapport au gluten, où je veux tout simplement être en meilleure santé. Donc vraiment un déclencheur fort par rapport à la santé. Alors vous souhaitiez aussi ce matin nous partager vos propres résultats. Quand on regarde plus précisément les données des enseignes que vous analysez à travers les tickets de caisse, qu'est-ce que vous observez ? Alors, donc par rapport aux enseignes, moi, la plupart des enseignes avec lesquelles je travaille, je récupère effectivement les tickets de caisse, c'est relié à un compte de carte de fidélité, et on a tout le détail des tickets qu'ils ont fait sur 12 mois, sur 24 mois. Et un exercice que je fais régulièrement, c'est d'isoler le premier ticket réalisé avec une carte de fidélité pour chacun des clients. Et je vais regarder quel est le contenu de ce panier lors de ce qui est a priori sa première visite, ou en tout cas son premier achat avec sa carte de fidélité. Et je vais regarder quels sont les types de produits qui sont surreprésentés sur cette première visite. Ce qui ressort de façon la plus marquée, ça va être les compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, alors là j'ai des chiffres d'une enseigne en tête, mais on va retrouver à peu près les mêmes ordres de grandeur, quelle que soit l'enseigne, sur des magasins bio spécialisés. Les compléments alimentaires vont être présents sur à peu près, à 2-3% près selon les enseignes, à peu près sur 10% des tickets. Sur les premières visites, ça va être à peu près 20%, voire plus, des tickets qui contiennent au moins un produit complément alimentaire. Donc 2 fois plus que sur l'ensemble des tickets. Donc on peut en déduire qu'a priori, l'achat d'un complément alimentaire a été assez souvent déclencheur de cette première visite en magasin bio. A l'inverse, si je prends le rayon des fruits et légumes, il va être présent sur 50 à 60% des tickets en magasin bio. Sur ces tickets première visite, il va plutôt être présent entre 40 et 45%. Donc il a un rôle de recrutement, mais ce rôle de recrutement est sous-représenté chez les fruits et légumes, puisque le fruits et légumes, il a plutôt un autre rôle qui est un rôle de fidélisation. Fidélisation du client, alors que le complément alimentaire, il va recruter. Par contre, on va avoir plus de mal à fidéliser, parce qu'il y a beaucoup de clients qui seront plus présents l'année suivante, ou qui vont être présents, mais sur des petites dépenses par rapport aux achats alimentaires. Donc le recrutement via les compléments alimentaires, la fidélisation via les fruits et légumes, puis ensuite à l'intérieur des produits alimentaires, on va voir qu'il y a certaines catégories de produits alimentaires qui sont surreprésentées sur la première visite. Ça va être par exemple les graines de chia, le kombucha, les produits végétaux, les alternatives au sucre, les produits sans gluten. Donc tous ces produits spécifiques qu'on retrouve plus spécifiquement et plus facilement
en magasin bio par rapport au commerce généraliste et qui vont déclencher ces premières visites en magasin bio. On va retrouver aussi sur les cosmétiques, on va retrouver de mémoire des produits comme l'argile, on va retrouver le do-it-yourself également. Donc des motivations sur la santé, via les compléments alimentaires, via les produits alimentaires, et vraiment cette notion de produit spécifique qui est très importante. Madame, tout à l'heure, évoquait les réseaux sociaux. Quel est le poids du bouche à oreille dans le recrutement des magasins bio, des réseaux sociaux, des médias? Est-ce que ça a un réel impact ou pas? Alors, j'ai malheureusement pas de données par rapport à ça, mais j'imagine que c'est fort. Si on reprend tous les produits compléments alimentaires ou produits alimentaires spécifiques, superfood, diététiques, etc., on peut s'imaginer qu'il y a eu auparavant soit une recommandation de la part de l'entourage, une recommandation de la part d'un professionnel, naturopathe, diététicien, diététicienne, et puis l'impact des médias, hein, que ce soit les réseaux sociaux, les magazines féminins aussi, qui peuvent être un vecteur d'impact assez important. Est-il vrai que les jeunes parents, qui se soucient beaucoup de leur alimentation de leur enfant en bas âge, représentent toujours un nombre important de nouveaux clients dans les magasins? Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vérifié dans les faits? Alors, il y a un certain nombre d'années, on va dire peut-être une dizaine d'années, il y a un chiffre qu'on entendait souvent, c'était 19%. On estimait qu'il y avait 19% des nouveaux consommateurs bio qui étaient des jeunes parents qui disaient, voilà, j'ai un bébé qui arrive, je veux lui donner le meilleur en termes de santé pour son alimentation, donc je passe au bio. Maintenant, moi, quand je regarde les données des enseignes, alors je ne suis pas capable de tracer cette information-là de jeunes parents, mais je reprends ce que je disais tout à l'heure sur les achats présents sur les paniers des premières visites. On a des rayons qui, selon les enseignes, vont s'appeler maman-bébé, petite enfance. On a à la fois des produits donc pour les bébés, les baby-food, les couches, les laits infantiles, mais des produits aussi pour la maman. Dans le cas de l'enseigne que j'ai en tête, cette catégorie-là n'est présente que sur 3% des tickets première visite. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 3%, parce qu'on peut aussi avoir des jeunes parents qui décident non pas d'acheter du baby-food en produits conditionnés, mais d'acheter plutôt des fruits et légumes et de faire leurs produits pour les bébés avec un mixeur. Mais ce qu'il y a à avoir en tête aussi, c'est que du côté des magasins bio, le marché du bébé a été divisé par 2 en quelques années. Parce que la GMS aussi a développé l'offre bio. Donc voilà, il y a des dynamiques très fortes de ce côté-là. Une dernière question avant de se laisser 5 minutes pour la séance de questions-réponses. Vous pouvez interagir avec Fabien, donc on termine à l'heure à midi. Qu'est-ce qui finalement favorise le plus le recrutement en magasin bio? Vous parliez des compléments alimentaires, c'est une porte d'entrée, mais est-ce que c'est des facteurs externes, facteurs internes au magasin bio? Voilà. Est-ce qu'il y a un principal déterminant que vous avez remarqué dans vos études? Alors, à un niveau cette fois-ci collectif, sociétal, quand on regarde sur un historique long les années où il y a une très forte croissance de la consommation bio et a priori derrière beaucoup de recrutement, on voit l'impact à la fois des crises sanitaires, quand il y a la crise de la vache folle ou d'autres crises alimentaires, et puis l'impact des médias. Moi, j'ai toujours en tête l'année 2016, qui a été une des plus belles années pour la bio en termes de croissance. C'était plus de 20% de croissance. Et en particulier, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? En mars 2016, il y a eu une émission Cash Investigation de Lise Lucet sur les pesticides. Elle n'est pas là aujourd'hui, hein. Vous pouvez y aller. Et on a vu très clairement à ce moment-là, après l'émission, un boost des ventes de produits bio, de la consommation bio. Et donc on a eu cette période sur le milieu des années 2010 où les médias étaient très favorables au bio, ce qui a contribué à booster la croissance, avec d'autres phénomènes aussi, notamment le sans gluten. On pourra en parler une autre fois, mais sur les médias, voilà, très favorable au milieu des années 2010. Et puis, malheureusement, depuis quelques années, le bio a beaucoup moins bonne presse auprès des médias. La même Lise Lucet, qui il y a très peu de temps
a fait une émission qui, elle, était assez cash et Exactement, défavorable sur le bio. par rapport au bio. Merci beaucoup Fabien. Il nous reste quelques petites minutes avant de se quitter. Il sera midi et de terminer cette conférence. Est-ce que vous avez des questions à poser à Fabien, donc lui qui connaît particulièrement les sources de motivation qui poussent les consommateurs donc à pousser les portes des magasins bio à travers l'analyse d'étiquettes caisse? Peut-être que vous avez des questions ou des commentaires où tout était très clair. Madame. Bonjour. Quelles sont les tendances, on va dire, pour les années à venir, enfin pour les mois à venir? Qu'est-ce que vous pressentez? On reste dans la tendance, enfin tous les critères qu'on a vus des néo-consommateurs, ou il va y avoir, je sais pas moi, un effet. Enfin, est-ce qu'on peut recruter encore des consommateurs? Alors, oui, on peut recruter encore des consommateurs, mais la puissance du recrutement est moins forte qu'avant, donc ça va être important de travailler sur les deux pieds, d'avancer sur les deux pieds, à la fois sur le recrutement et sur la fidélisation. Alors qu'avant, finalement, le recrutement faisait une grande partie de la croissance. Là, les acteurs de la bio, que ce soit les fabricants ou les magasins, ont intérêt à travailler encore plus qu'avant la fidélisation. Bien sûr, travailler sur les deux, sur le recrutement et sur la fidélisation, mais le recrutement étant plus faible, il faut d'abord activer les leviers qui permettent de booster ce recrutement et activer les leviers qui permettent de fidéliser les clients. Après, à quoi on peut s'attendre en termes de croissance? Alors là, il faut une boule de cristal et où croiser les doigts. Moi, j'espère, on dit souvent qu'un cycle, ça dure plusieurs années. Là, ça fait quand même à peu près 12 mois, quand un magasin bio, on est reparti sur de la croissance. D'abord de la croissance valeur, chiffre d'affaires, et maintenant là on commence à avoir de la croissance volume. Donc espérons, malgré le contexte incertain, qu'on soit dans un nouveau cycle de plusieurs années de croissance. Je pense qu'il faut plus s'attendre à des croissances à 2 chiffres. Après, les croissances à 2 chiffres, c'est pas toujours souhaitable parce que quand ça fait les montagnes russes, ça désorganise complètement la production et ça amène, par exemple, sur l'élevage porcin, la moitié des éleveurs porcins à quitter la filière bio, donc c'est assez catastrophique. Donc souhaitons que sur les prochaines années, il y ait une croissance qui soit soutenue, mais qui soit peut-être de l'ordre de 5-6% chaque année. Si ça pouvait être le cas pendant de nombreuses années, je pense que ce serait assez favorable. Merci Fabien de nous avoir partagé votre point de vue. Madame, allez-y, oui, on peut prendre une dernière question. Bonjour, merci. J'avais une question. Est-ce qu'on voit des tendances sur la GMS qui réinvestirait le bio? Parce que finalement, c'est un peu la question qu'on se pose. Elle a un peu désinvesti, rationalisé les gammes. Et ici, on se pose la question, en tout cas, les fabricants et les distributeurs spécialisés, c'est est-ce qu'ils vont se faire tailler des croupes de nouveau par la GMS sur des nouveaux concepts ou des nouvelles gammes dans les mois à venir? Alors, si on regarde en moyenne les données du panéliste Circana, anciennement IRI, on est encore sur les derniers mois sur une réduction de l'offre bio par rapport à l'année précédente, qui doit être de l'ordre de, je sais plus, peut-être de l'ordre de 6%. C'est moins fort qu'avant. Sur les périodes précédentes, c'était de l'ordre de 13% à peu près de réduction de l'offre, donc ça se tasse un peu. Ensuite, ce serait intéressant de regarder par enseigne, par magasin. Il y a quand même des magasins, heureusement, qui vont de l'avant. Il y a Interbio Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui me disait qu'ils font une super opération prochainement au carrefour de Bègle, où il va y avoir toute l'allée centrale qui va être dédiée aux produits bio et locaux. Donc heureusement, alors c'est de plus en plus qu'on voit en GMS aussi, c'est quand le marché bio était extrêmement porteur, même les directeurs de magasins ou les enseignes qui n'étaient pas très convaincus par le bio, elles étaient convaincues parce que ça pouvait apporter en termes de chiffre d'affaires. Donc elles ne se posaient pas trop de questions, elles y allaient, elles référençaient du bio et ça amenait des fortes croissances. Ce qui s'est passé depuis que le bio se vend moins bien, moi ce que j'observe un petit peu en discutant avec les uns et les autres, c'est que ce qui va ressortir, c'est des questions de personnes. Et notamment du fait que les circuits indépendants, les enseignes d'indépendants pèsent de plus en plus lourd en GMS, parce qu'elles sont très performantes. Ça va être des questions de personnes. Il y a des personnes, des directeurs de magasins, des chefs de rayon qui vont pousser les produits bio parce qu'ils sont convaincus
Et il y en a d'autres voilà, qui, depuis déjà le départ, se disent non, les produits bio, j'y crois pas, et qui délaissent ce rayon-là. Donc s'il faut souhaiter, c'est quand même aussi que pour convaincre les sceptiques, qu'il y ait un retour aussi de la croissance bio, c'est ça qui fera. Par rapport à la concurrence, qui était une partie de ta question, la concurrence GMS par rapport à magasin bio, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de la concurrence de la GMS sur des produits conventionnels par rapport aux magasins bio. Sur les alternatives végétales, par exemple, le végétal est en assez forte croissance, en croissance en tout cas, en GMS, mais via des produits conventionnels. Et du coup, ça va prendre des parts de marché au végétal bio des magasins bio. Donc c'est pas uniquement une question de bio, c'est une question de spécificité des produits, et d'où l'importance d'avoir une longueur d'avance, toujours par rapport à la GMS, et d'où l'importance aussi de travailler la qualité gustative qui a été évoquée tout à l'heure sur le vin. Voilà, si mon produit est bio mais qu'il n'a pas une bonne qualité gustative, il se vendra moins bien que le produit conventionnel qui est de qualité supérieure. Merci Fabien, on arrive au terme de cette conférence. En parlant de qualité gustative, commence à y avoir 2-3 odeurs là, qui émanent dans les allées du salon. Il est midi, on s'arrête là, passez une excellente journée. Rendez-vous à 13h ici même, il y a les Trophées Natexpo 2024 qui vont récompenser les plus belles innovations du salon. 13h ici dans cet espace La Seine, passez une excellente journée, bon salon, au revoir. 3, 2, 1. Come on!